C'est mon entreprise. Je suis une femme noire en technologie qui présente un outil. On me demande, il n'y a pas d'autres personnes avec toi? Ben oui, on a une équipe de travail. Ah oui, vous êtes combien? Ils posent des questions qu'on ne demanderait pas à mes collègues qui sont nécessairement des entrepreneurs en technologie, de savoir combien de personnes il y a dans l'équipe, qu'est-ce que ça change dans le service, ça ne change rien, mais on dirait qu'ils cherchent à valider ta crédibilité à tout prix, tu sais. Moi, maintenant, quand je rencontre les clients, je fais exprès, j'envoie un courriel de bienvenue, mais je mets mon lien LinkedIn pour qu'ils voient qu'est-ce que je fais, qui je suis. Puis quand je fais des rencontres, même des fois, mes collègues qui sont blancs, un en particulier qui s'appelle Thomas, des fois, je dis, peux-tu me montrer ta caméra? Mais lui, il ne sait pas pourquoi je demande ça. Parce que s'il y a juste... il va peut-être le savoir. Maintenant, il va le savoir si les gouttes. Mais je mets de l'emphase. Il s'appelle Thomas, nom famille, très québécois. Parce que je sais que ça fait une différence pour eux, la façon qu'ils vont faire affaire avec moi, de savoir qu'il y a des personnes blanches dans mon équipe. Parce que si on est juste comme ils disent, des immigrés, là, entre guillemets, pourtant on est tous nés ici, mais on est juste de couleurs différentes, la relation d'affaires, des fois, elle va à l'échec aussi. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Cette semaine, épisode 2 de 2 sur le racisme systémique. Si vous n'avez pas déjà écouté la première partie, arrêtez dès maintenant votre écoute, allez écouter ça pour pouvoir venir continuer avec la suite. Je vous rappelle qu'on était dans une conversation assez profonde avec Sam Bellamy et Yvonne Sessonga. Et on a parlé de racisme systémique du point de vue des organisations. J'ai arrêté le podcast la semaine dernière, là où on commençait à tomber un petit peu plus, je dirais, dans le vécu au quotidien, parce que ça faisait déjà 1 heure qu'on parlait à ce moment-là, puis il en reste pour un épisode complet cette semaine. Juste avant de vous laisser continuer l'écoute de la conversation, j'aimerais remercier tous les gens qui m'ont écrit en privé ou qui ont fait un commentaire sur les réseaux sociaux, qui ont partagé l'épisode. Merci énormément. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire avancer la conversation, en partageant, en générant des discussions et en écoutant surtout. Puis c'est ce que je vous invite à faire une fois de plus. Donc, je vous rappelle de vous mettre peut-être dans un mindset où vous êtes un peu plus déposé, prêt à accueillir des témoignages, puis dans un mindset, encore une fois, de gratitude pour Yvonne et Sam qui se sont encore plus dans cet épisode-ci, je trouve, qui se sont ouvertes en fait à nous. Donc, merci beaucoup encore une fois les filles. Puis je vous laisse dès maintenant entrer dans la conversation là, qui était bien entamée, disons. Donc, on replonge dans le vif du sujet. Des fois, comme personne blanche, on n'a pas conscience de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on pourrait donner des exemples de choses qui arrivent? Parce que c'est pas forcément c'est pas forcément un gros geste, mais c'est qu'à un moment donné, de ce que j'en comprends, à force de tout le temps sentir qu'il y a une petite différence, qu'il y a un petit quelque chose, un petit commentaire, un petit regard, ça s'accumule. C'est un peu ça que... Je vais donner un exemple d'une journée, mettons, typique d'un ado, là, genre... tu pars de chez toi, 21 ans, un garçon, tu rentres dans l'autobus, on va checker, mettons, ta carte d'autobus 2 fois plutôt qu'une. Ou, mettons, tu la mets, elle passe pas la première fois, puis là, tu te fais regarder, puis là, il faut que tu la repasses. Tu vas dans un centre d'achat pour acheter tes baskets, comme tout le monde, avec tes copains, puis t'es suivi. T'es suivi, puis là, tu demandes peut-être, je peux avoir telle taille, puis là, quelqu'un te regarde et dit, mais t'es sûr que tu veux acheter? Où est-ce que tu vas acheter? Puis là, toi, tu le vois qu'ils n'ont pas demandé à personne d'autre sauf toi. Puis tu le vois aussi que, la personne du magasin, c'est juste toi qui l'as suivi. Donc, tu payes, tu arrives à l'extérieur, ça sonne, parce que ça arrive que ça sonne. Donc, des fois, c'est une seule personne qui va venir te voir pour dire, mais là, puis toi, tu montres.
Mais si tu es un garçon de 21 ans, ado, puis dans tes pantalons tu portes comme tu veux, puis ton hoodie et tout ça, il y a toujours comme 3, 4, 5 sécurités qui vont venir juste parce que ça a sonné. Puis pourtant, tu as payé. Ça, c'est une autre micro-agression. Puis ça, c'est sans parler des choses qu'ils vont peut-être te dire. Puis ils vont peut-être te dire, vous autres, là... Puis là, du coup, tu dis, mais nous autres, moi, je suis seule, je suis venue magasiner tout seul. Nous autres, quoi? Ça, c'est une autre micro-agression. Fait que dans une... ma perception, c'est que c'est pas micro du tout, là. Ça, c'est quand même... Non, mais tu sais, c'est des choses qu'on vit comme au quotidien, là. C'est pas vraiment comme... Et on n'a pas besoin d'être un ado pour ça. Pour ça, tu sais, c'est comme moi, il y a des magasins, je vais magasiner, il faut que je m'habille d'une certaine façon pour aller magasiner là, parce que c'est quelque chose que j'ai besoin, puis je l'achète là. Mais si j'y vais en short, déravé, déchiré, avec une casquette sur la tête, ben, ils vont probablement pas me servir, puis ça va pas être une expérience agréable. Attends, donc, je veux juste être sûre que je comprends. En tant que femme adulte, là, avant d'aller magasiner dans certains magasins, il faut que tu t'habilles de manière à avoir l'air d'avoir de l'argent. Pour acheter dans ce magasin-là. Parce que sinon... Ça peut arriver, c'est un choix, mais des fois, tu veux juste la paix, puis tu veux juste... Non, je rentre autre une fou si je veux, puis je suis comme habillée maintenant. Là, je suis camisole, je m'en fous. Mais tu sais, ça prend du temps, ça. Ça prend du temps pour arriver ça prend du temps à dire, à assumer, à dire, mais qu'ils viennent me chercher. Ouais. Mais parce que c'est ça aussi que tu dis, dans le sens que c'est pas je vais magasiner un peu, tu vas comme t'es, puis tu dis, ben s'ils viennent me chercher, tu le sais, là, qu'il y a une possibilité qu'ils viennent te chercher. Oui. À cause que t'es habillée, que t'as l'air parce que t'es noire, puis que t'as... Oui, c'est ça. Ouais. Alors que on s'entend, là, moi, je me suis jamais posé cette question-là de toute ma vie. Ouais. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a à vivre comme personne regarde, blanche. Je l'ai mis 30 ans maintenant. Si je vais en magasin, j'ai même mon sac en avant, mon sac à main en avant, et je fais attention de comment je prends les vêtements. Je veux pas les prendre pour les mettre dans mon bras ou dans un... Je vais faire tout pour que je sois visible à 100%. Et quand je rentre dans un magasin... je souris à la caméra quand j'arrive. Parce que ton attitude de ton visage peut avoir un impact sur la façon que tu vas être traité. Parce qu'un voleur ne va pas s'exposer de son visage au complet devant une caméra. Ça ne va pas arriver. Donc, ça prend du temps, c'est ça. Je souris. Comme ça, je me fais voir. Puis s'il y a de la sécurité, ils vont dire, ben, si elle avait l'intention de voler quelque chose, elle ne montrerait pas son visage, elle se cacherait. En tout cas, je trouve ça épouvantable à entendre. Puis je pense qu'on n'a pas encore conscience, peut-être. On n'en parle pas assez, tu sais, parce que ça, c'est des choses qu'on n'entend pas. Donc, quand on parle de micro-agression dans notre tête, c'est des petits commentaires, comme tu disais tantôt sur le lunch, mais là, tu peux pas... Tu sais, ça, c'est, mettons, dans le magasinage, dans le milieu de travail. Moi, mes cheveux sont toujours tressés, donc de temps en temps, une fois ou 2 mois, 2 mois et demi, il faut que j'enlève mes tresses, je coiffe, c'est un processus. Puis là, je vais travailler avec un foulard. Quand on était en présentiel, moi, je mets mon foulard et tout ça, puis je vais travailler. Puis là, je vais avoir des commentaires comme... Puis on s'entend que ça fait 400 ans que les Noirs sont au Québec. Mm-hmm. C'est pas hier, là. Mm-hmm. Ça fait un bout. Puis là, j'ai dit, Yvonne, je savais pas que t'es musulmane. Hein? Puis moi, comme c'est moi, puis je connais les enjeux de la diversité, tout ça, je dis, puis... Tu dis pas genre, ben non, je suis pas musulmane. Non, j'ai pas des... Parce que être musulmane... C'est pas une tort. C'est pas une tort. C'est une religion, puis ça fait partie de la vie. Puis moi, je vais dire, puis... C'est la première chose. En haut, tu devrais garder tes cheveux comme ça te va bien. Merci. Je dis, ça là, tu sais, ça veut dire quoi? Est-ce que ça a une signification religieuse, ton foulard? À chaque fois, puis moi, j'ai pas mis trentaine, moi, j'ai 46 ans, ça fait 20 quelques années que je travaille dans le corpo, dans le communautaire, à chaque fois, je fais mon processus de changement de cheveux. C'est un enjeu. J'ai des commentaires. Je peux avoir des commentaires positifs
Mais souvent, c'est des pics. Puis après, je me dis, mais dans quelle mesure, premièrement, tu as le droit de commenter sur mon apparence dans le milieu de travail. Puis deux, éduque-toi, parce que moi, j'ai pas le temps, là. J'ai plus le temps, là. Ça fait 400 ans, il dit, là, les cheveux de noir, ça fonctionne comment, là? Je sais pas, là, mais... Sur YouTube. Mais il me semble que... Tu sais, il est temps que les gens ils savent qu'on existe, puis qu'on coexiste, puis que on est différents, on a des choses qui sont différentes et tout ça. Mais ce que ça fait, c'est que finalement... Moi, si je change mes cheveux et tout ça, on se met ensemble. Parce que moi, je vais te parler à toi parce que sérieusement, là, j'ai pas... Aujourd'hui, j'ai pas l'énergie de défendre quoi que ce soit. Donc, on va regarder la personne qui nous comprend, qui est comme nous, Puis après, on va dire, mais ce sont des ghettos, ils se ghettoisent. Les Noirs se tiennent toujours ensemble. Non, on se tient pas ensemble. C'est juste qu'à un moment donné, on verra plus. Moi, je vais pas parler de ma bouffe, de mes cheveux, de mon... Aujourd'hui, c'est pas ça. Ça me tente juste parce que j'ai besoin d'aller travailler. Qui va te comprendre tel que t'es. Tel que t'es. Puis ça, c'est juste les cheveux. Après, on parle de microagression. Après, ça va être à chaque été, que quelqu'un va aller, ou au mois de février, quelqu'un va aller à Cuba et dire, ben tiens, je suis comme toi. Moi, là, je suis bronzée, je suis presque comme toi. À ne pas dire, s'il vous plaît. C'est parce que moi, ma peau, c'est pas un bronzage. Et il disparaît pas la couleur c'est mon après être. 2 semaines. C'est une identité. C'est mon être. Donc, je suis... Et là, c'est encore la banalisation de la couleur des Noirs. C'est la banalisation. Ouais. Puis ça, c'est une chose. Puis ça, tu le vis à chaque fois que le soleil tombe, à chaque été. Là. Après, il va y avoir la lune où quelqu'un va te dire, portez vos costumes traditionnels. Moi, je l'ai eu d'une directrice de ressources humaines à l'Halloween qui dit, demain, c'est l'Halloween, portez vos costumes traditionnels. Moi, j'avais jamais osé parler à cette personne-là en tant que telle, puis il y avait des trucs que, je trouvais pas corrects. C'est juste qu'à ce moment-là, ça m'a vraiment... j'ai regardé, mettons, une photo de ma grand-mère, j'ai dit dans quelle mesure l'habit de ma grand-mère est un costume d'Halloween. Puis ça, c'est une autre microagression dans le milieu du travail. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça donne toujours une charge émotionnelle au quotidien de devoir défendre ta culture, expliquer ta différence chaque fois ou te protéger contre pour pouvoir aller travailler. Puis là, au-delà de ça, il faut que tu sois productif. Comme tout le monde. Et il y a d'autres microagressions qui vont arriver au fait que tu veux te protéger, puis tu veux juste avoir la paix pour une journée. Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu souris pas? T'es jamais de bonne humeur. Tu sais, je veux dire, je peux-tu avoir la paix? C'est aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on est fâché, mais c'est juste que des fois, c'est tellement too much l'énergie qu'on doit mettre dans s'expliquer et travailler en même temps, s'expliquer et travailler en même temps, se faire déranger, se faire toucher les cheveux, me faire dire, tu vois l'autre fille noire à côté de toi, c'est super beau ses cheveux, pourquoi tu fais pas tes cheveux comme elle? Pourquoi tu veux que je mette une perruque puis ressembler à une blanche comme elle? Parce que tu me dis que moi, en étant naturellement moi, je suis pas assez. C'est ça le message que tu me dis. Je serais plus belle si je serais comme elle. Mais la personne, elle est comme... Comme elle est. Elle est comme elle est. Mais il y a vraiment, sincèrement, il y a vraiment des gens qui disent ça. Ouais, on m'a déjà dit, moi j'ai des locks longs jusqu'aux fesses, là, pour ceux qui écoutent. Et des fois, on me demande, ça serait cool que tu changes tes cheveux des fois, tu sais. C'est toujours la même chose. Mais parce que c'est ça, mes cheveux. Je suis toujours la même chose parce que je suis comme ça. Tu me montres des photos sur Internet, puis tu me montres des photos de tresses blondes, des tresses rouges, que je trouve super beau. Mais j'ai pas à ressembler à une autre personne. On n'est pas un groupe unique, monolithe, tu sais. On vient dans toutes les couleurs. Mais aussi, depuis quand ça regarde quelqu'un? Mais les gens nous demandent ça sur le marché du travail. Tout le temps. Puis,
Tu sais, pendant la pandémie, là, avec le confinement, puis le fait que les gens travaillaient plus de la maison, on a entendu des personnes dire « Hey, ça fait du bien, j'ai un break, j'aimerais ça rester à la maison justement parce que je subis moins de microagressions. » Vous, comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous êtes comme « Ben oui, tu sais, c'est... » Ben oui. Moi, je pense que je suis rendue au 5e, 6e article de personnes, blog article, de personnes racisées. Puis ça, c'est vraiment noir, asiatique, musulmane et tout ça, qui veulent plus retourner au bureau parce que ça a fait du bien d'être à la maison puis d'être soi-même, pour plusieurs raisons. Puis moi, je vais, tu sais, on va retourner dans le milieu de travail. C'est que pour une fois, pendant longtemps, là, on est évalué sur le contenu de notre travail. Ouais. Pas sur l'apparence, pas sur les relations avec les discussions avec le directeur, pas sur les lunchs avec le boss, c'est pas sur la façon que je dis bonjour le matin aux gens. Il faut que je fournisse, puis je fournis, puis je suis évaluée là-dessus. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent retourner au bureau parce que... Puis il y a beaucoup de gestionnaires qui se sont rendus compte que leurs stars, c'était pas les stars en tant que telles. Ils travaillaient pas bien tant que ça. Puis il y a la façon... Ben attends, je veux qu'on mette un pin là-dedans. C'est que maintenant que tout le flafla était parti, puis oui. le genre, la personne s'exprime bien, puis apparaît bien, là, on voyait le vrai travail. Le vrai travail en arrière. Ça, c'est un. Puis deux, c'est vrai que les microagressions... moi, j'en ai pas eu, là. Puis ça fait du bien. Puis trois, je vais donner un exemple d'une collègue, puis que je ne nommerai pas. C'est une femme qui est voilée. Pendant tout le temps, on travaillait ensemble dans les 5 à 7. Elle ne venait pas parce que les 5 à 7 sont faits dans des bars. On ne sait jamais ce qu'on mange. On ne sait jamais... Puis c'est toujours ça. Je ne dis pas c'est bien, je ne dis pas c'est mauvais, mais je pense que c'est une leçon à apprendre pour les gestionnaires, pour les activités sociales. Cette personne-là ne venait jamais. Mais là, maintenant, des fois, on faisait des 5 à 7, Zoom, tout ça. Tu sais, on a découvert une personne qui est quand même drôle, qui est super sociale, qui est quand même... Tu sais, qui est complète. On a vu une personne professionnelle complète parce que les activités se font en incluant. Est incluse maintenant. Parce qu'elle est de chez elle, elle peut contrôler. Oui, c'est ça. Non, elle n'a pas allé autour de l'alcool. Elle n'est pas... Tu sais, c'est où on fait des activités dans les parcs, puis elle vient dans le sens que elle venait, dans le sens que tout le monde apportait quelque chose, la distanciation et tout ça. C'était pas dans un endroit qui la mettait mal à l'aise. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi les personnes qui vivent avec des handicaps. Une personne qui a un trouble d'anxiété, par exemple, là, qui de temps en temps se lève le matin, ou une dépression majeure, ou autre chose, là. Que le matin, il fallait qu'elle se réveille avec une crise, qu'elle s'habille, qu'elle aille au travail, qu'il faut qu'elle explique « Ah, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que ça va pas bien. » Il faut qu'elle explique que ça va pas bien. Il faut qu'elle fasse, en plus de ce qu'elle est en train de vivre au quotidien, de par sa condition, il faut qu'elle gère des gens autour. Cette personne-là, à la maison, elle se réveille le matin, elle gère ses interactions sociales, de bureau avec les collègues, puis elle est capable d'être fonctionnelle. Donc, du coup, tu sais, les employeurs qui disent, mais il faut que tout le monde revienne au bureau et tout ça, il faut qu'ils fassent attention à ces gens-là aussi, à ces personnes-là qui ont su gérer leurs handicaps ou leurs maladies chroniques et tout ça pour être présents au bureau, puis qui demeurent quand même comme productifs. Puis pour les microagressions, je suis complètement d'accord, là, parce que ça fait du bien. C'est ça. Ça donne un break. Oui, ça donne un break. Devoir se battre ou se protéger émotivement. Tu sais, de porter le costume invisible qu'il faut mettre pour aller travailler. Pour survivre une autre journée dans une peau comme la mienne, dans le milieu de travail. Fait que tu as un peu l'impression de te mettre un déguisement quasiment quand tu... Il y a des journées où il faut. Tu sais, aujourd'hui, je sais pas, tel directeur va venir, et puis d'habitude, il a les commentaires X, Y, Z, là, puis là, tu t'armes.
puis tu vas travailler. Je ne dis pas que d'autres personnes ne le font pas. Là. Il y a beaucoup de personnes différentes qui font la même chose, mais je dis qu'en tant que personne racisée ou en tant que minorité visible ou minorité religieuse, visiblement, c'est des choses qu'on anticipe, puis c'est des choses on se prépare pour pouvoir survivre. Oui, c'est pas juste de dire, ben là, je vais m'habiller de façon professionnelle parce que j'ai une présentation à donner, puis je vais au travail, là, ça va plus deep que ça, puis ça joue sur ton identité. Ben oui, la façon que tu souris, la façon que tu ris, la façon que tu parles, la façon que tu bouges, tout. Moi, c'est sûr, j'étais quand même beaucoup en virtuel, même avant la COVID, parce que je suis entrepreneur, puis je préconise vraiment les rencontres en virtuel, mais je dirais que j'ai remarqué une différence quand, dans mon équipe, on doit rencontrer des clients. On est rendu à l'étape plus avancée près de la signature du contrat. Quand mon équipe de développeurs, parce que c'est multiculturel, nous, on a des Arabes, Asiatiques, d'origine sri-lankaise, Québécois aussi dit de souche. Donc, c'est vraiment un arc-en-ciel. Mais je fais exprès de cibler les personnes blanches dans mon équipe pour venir, parce que je gagne en crédibilité devant mon client lorsque des personnes blanches sont sur l'appel. Ça doit tellement être... Et je le remarque, c'est drastique, là. Fait que toi, c'est ton entreprise. C'est mon entreprise. Je suis une femme noire en technologie qui présente un outil. On me demande, il n'y a pas d'autres personnes avec toi? Ben oui, on a une équipe de travail. Ah oui, vous êtes combien? Ils posent des questions qu'on ne demanderait pas à mes collègues qui sont nécessairement des entrepreneurs en technologie, de savoir combien de personnes qu'il y a dans l'équipe, qu'est-ce que ça change dans le service, ça change rien, mais on dirait qu'ils cherchent à valider ta crédibilité à tout prix, tu sais. Moi, maintenant, quand je rencontre les clients, je fais exprès, j'envoie un courriel de bienvenue, mais je mets mon lien LinkedIn pour qu'ils voient qu'est-ce que je fais, qui je suis. Puis quand je fais des rencontres, même des fois, mes collègues qui sont blancs, un en particulier qui s'appelle Thomas, des fois, je dis, peux-tu montrer ta caméra? Mais lui, il ne sait pas pourquoi je demande ça. Parce que s'il y a juste... Il va peut-être le savoir. Maintenant, il va le savoir s'il écoute. Mais je mets de l'emphase. Il s'appelle Thomas, nom famille. C'est très québécois. Parce que je sais que ça fait une différence pour eux, la façon qu'ils vont faire affaire avec moi, de savoir qu'il y a des personnes blanches dans mon équipe. Parce que si on est juste comme ils disent, des immigrés, là, entre guillemets, pourtant on est tous nés ici, mais on est juste de couleurs différentes, la relation d'affaires... des fois, elle va à l'échec aussi, ça fonctionne Puis pas. comment tu... En tout cas, je me doute un peu de la réponse, mais j'ai quand même envie de te poser la question. Comment tu le vis? Parce que c'est ton entreprise. Là, ça doit à chaque fois te faire comme un coup dans le ventre de devoir faire ça. Là, Oui. Puis c'est sûr que, honnêtement, ça atteint la façon dont je gère mon entreprise. C'est plate, mais c'est des agressions qui fait que je peux pas évoluer comme entrepreneur si j'en prends pas en considération dans mes décisions d'affaires aussi. Je veux dire, j'ai mis des employés clés à certaines places. Oui, parce qu'ils sont bons, mais aussi pour diversifier l'image. Parce que si moi, je me présente seulement moi en tant que femme noire, c'est problématique dans mes relations d'affaires. Il n'y a pas de crédibilité. C'est difficile. Fait que j'ai des hommes dans mon équipe. J'ai une femme, au moins une femme, moi, pas beaucoup en technologie, mais je vais diversifier aussi. Donc, c'est plate, mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand on parle, je voulais qu'on le nomme parce qu'on en a parlé, puis on a tourné autour du pot, mais on n'a pas parlé vraiment beaucoup de privilèges blancs, là. Mais c'est exactement ça. Parce que, alors que moi, j'ai pas d'entreprise en technologie, mais comme entrepreneur nouvelle, j'ai jamais senti que je devais défendre ma crédibilité ou m'associer avec certaines personnes puisque j'ai un privilège blanc qui fait que moi, je vis pas ça. Puis j'aimerais ça qu'on en parle. Pourquoi c'est important de reconnaître? Parce que ça, on n'a rien à gagner en tant que personne blanche à part le fait de se sentir bien avec soi-même puis d'être en cohérence avec ses valeurs puis qu'il faut le faire. Tu sais, c'est pas je vais reconnaître que j'ai un privilège blanc puis là, ma vie va aller mieux. Là. C'est comme je vais le reconnaître, ça va être difficile, ça va être inconfortable. Je vais me rendre compte que moi, j'ai accès à des choses que les autres n'ont pas. Mais en même temps, si on ne passe pas par ça, je veux dire, on n'avancera pas. Vous, comment vous le voyez? Parce que ça, c'est un débat. Il y a des gens qui sont comme fâchés de devoir dire... Moi, je vais retourner la question à toi. Puis je sais que c'est moi qui suis en entrevue, là, mais pourquoi c'est si inconfortable? Ben, moi, honnêtement,
là, maintenant, je suis plus confortable, disons, avec ça, mais j'avais pas eu l'éducation autour de ça. J'avais, tu sais, des amis proches noirs, puis on dirait que dans ma tête, moi, j'avais pas vraiment de biais, puis j'étais inclusive. Puis quand je me suis rendu compte que non, j'avais des biais, que j'avais pas écouté mes amis, que quand ils m'en parlaient, ben pas que je les écoutais pas, mais je l'ai pas cherché le fond de comment ils se sentaient. Ça me fait mal à mon ego, là, tu sais, à moi. Puis c'est comme j'ai dû accepter que j'étais peut-être pas la personne que je pensais que j'étais. Puis j'avais du travail à faire. Puis je me suis sentie coupable, tu sais. Mais après ça, c'est rien comparé. Je veux dire, c'est un détail, là. Je veux dire, tu passes par-dessus. Puis, tu sais, dans ma tête, c'est juste nécessaire. Puis c'est une petite étape à faire pour continuer la conversation. Je sais pas si ça répond à ta question, oui, là. Oui, ça répond à ma question. Parce que... moi, j'ai des fois des questions, puis si je vais rentrer dans le personnel. Tu sais, récemment, je parlais à ma nièce qui a 19 ans, puis elle n'habite pas ici. Puis elle dit, pourquoi c'est si compliqué pour les Blancs de reconnaître que je suis noire? Mm-hmm. Moi, je suis noire. Elle a 19 ans. Moi, je suis noire. Et puis, et alors? Ouais, c'est comme si c'était pas correct de le dire, là. Ouais. Et de l'être. Le problème, c'est pas de reconnaître qu'on est noir. C'est d'être traité injustement à cause de ça. C'est toute une nuance. Je dis, mais c'est pas une identité, c'est moi, c'est ma couleur de la peau. Pourquoi c'est si compliqué pour les Blancs quand je dis moi, je suis noire? Puis on dirait qu'ils sont inconfortables. Ouais. Donc, c'est... Le concept de noir et blanc, c'est pas nous qui l'avons inventé. Parce que s'il y a une auteure française qui a dit, moi, je suis devenue... non, c'est British, je pense, Adichie, qui a dit, elle est d'origine nigériane, puis elle a dit, elle est devenue noire en allant aux États-Unis. Donc, le concept d'être noir ou blanc, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est les Blancs qui l'ont inventé pour faire l'hiérarchisation des êtres et tout ça. Maintenant qu'on l'est, ben, on l'est. Je suis noire, t'es blanche. Il y a des Asiatiques. Mm-hmm. Mais alors, il y a des Autochtones, il y a des Inuits, il y a... on est diverses. Avec qui on est, ça vient avec un poids historique qu'on n'a pas nécessairement choisi aussi, puis un poids systémique d'expérience de la vie dans la même société, on l'a différemment. Donc, selon l'hiérarchie, vous l'avez mieux que nous. Parce que le système a été fait par vous, par les Blancs, et pour les Blancs. Puis là, on est venu où on nous a insérés par force ou par volonté dedans. Mais le système à base n'était pas fait pour nous. Et il n'était pas non plus fait pour les femmes. Il était d'abord fait pour les hommes blancs. Pour les hommes blancs. Et l'histoire a fait en sorte qu'on a inclus les femmes avec le temps. Mais ça n'a pas été fait non plus pour les femmes. Donc là, je rentre dans l'intersectionnalité, mais ça a été fait pour les Blancs à la base, mais les hommes blancs cisgenres. Donc, du coup, toutes les politiques, toutes les pratiques, toutes les choses sont faites pour vous. Ce qui donne un avantage, un privilège. Ouais. Un privilège. Qu'on les choisit ou pas. Qu'on le choisisse ou pas, parce que le système a été fait pour ça. Ce qu'on demande, c'est de le reconnaître, puis de le questionner. Est-ce que j'ai ça parce que je le mérite ou parce que... Est-ce que j'ai cette facilité? I happen to be white, là, genre. Est-ce que j'ai cette facilité-là? Parce que moi, dans tout... ça fait depuis 2009 que j'ai mon propre condo, mais avant, quand je cherchais un appartement, je partais avec une amie blanche. Toujours. Patricia, que je la salue en plus. Là. Donc, toujours, je lui disais, mais cet appartement-là me plaît. Elle faisait les appels. Elle se disponibilisait. On allait visiter en même temps. On allait visiter ensemble. Puis moi, je me rappelle, les gens,
Puis pourtant, à un moment donné, quand j'ai fini les études, c'est vraiment drôle parce que moi, je travaillais et elle ne travaillait pas. Elle était encore chez ses parents, puis moi, je cherchais un appartement parce que, tu sais, j'avais un salaire, puis c'était un bon salaire, donc je voulais comme un appartement. Puis là, on est allé visiter un appartement, puis on ne m'a pas parlé tout au long de la visite. Il parlait à ton ami? Oui, tout au long de la visite. Si je posais des questions, on répondait à elle. Elle posait des questions, elle répondait. On posait sur le transport en commun, qu'est-ce qui est tout autour et tout ça, c'est elle qui répondait jusqu'à la fin. Fait qu'elle m'a regardé, elle dit, mais Yvonne, tu vas le prendre, l'appartement. Tu sais, il est vraiment beau. Moi, j'aimerais ça, si je pouvais, tout ça. Puis le gars, sa réaction a été... Il était choqué, comme il dit, ah, c'est pas pour vous? Il dit, non, moi, je peux pas m'en permettre. Je dis, non, c'est pour moi. Puis je pense que je vais le prendre. Puis là, je me rappelle toujours de la chose qu'il m'a dit après. Il dit, mais tu sais, nous, ici, on n'aime pas le bruit. What the fuck? Puis il avait pas dit ça à ton ami. C'était comme, si c'est toi, je veux juste te dire que ça marche ici, on n'aime pas... C'est un quartier super calme, là, on n'aime pas le bruit. Faites attention, là, achetez-vous une fan, là, parce qu'il y a des odeurs. Puis là, je regarde, je dis, ben moi non plus, j'aime pas le bruit. Puis c'est juste ça que j'ai dit, mais je reprends l'appartement. Donc, je l'ai pris. Donc, à chaque fois, tu sais, c'est pas... Tu sais, le privilège blanc, c'est ça. C'est le fait que la couleur de ta peau ne te met pas des bâtons dans la roue. C'est juste ça. Ta couleur de ta peau ne t'a pas empêché d'avoir un emploi. La couleur de ta peau ne t'empêche pas d'avoir un logement décent. La couleur de ta peau ne t'empêche pas de rentrer dans un magasin puis qu'il y a une erreur dans ta facture ou peu importe, sortir puis te faire arrêter par quatre de sécurité ou par 4 policiers ou peu importe. La couleur de ta peau ne fait pas en sorte que l'on t'arrête sur la route pour le fun, juste pour avoir un contrôle d'identité. On dit pas que ta vie a été facile parce que tu es blanc. On dit qu'il y a certaines discriminations que tu ne vis pas à cause de la couleur de ta peau. Donc, ça devient un privilège blanc. C'est tout simplement ça. Parce que souvent, je vais entendre des gens qui vont dire « Ouais, ma vie n'a pas été difficile, j'ai vécu de l'intimidation quand j'étais jeune. » Oui, tu n'as pas vécu à cause de la couleur de ta peau. Oui, c'est autre chose, c'est ça. Je sais pas, parce que tu avais une personnalité différente des autres, ou tu avais une façon de t'habiller différente des autres, ou tu avais certains problèmes d'apprentissage qui étaient connus dans la classe. Tu as été discriminé à cause de ça, mais tu n'as pas été discriminé à cause de la couleur de ta peau. Ça, c'est d'autres types de discrimination. C'est pas le privilège blanc. Oui, parce qu'il y a ça dans reconnaître le privilège blanc. Il y a aussi de se dire, ouais, OK, mais c'est pas... Ça t'enlève, ça fait pas en sorte que toi, tout est facile pour toi. Il y a peut-être des gens qui disent, OK, ben là, si je reconnais que j'ai un privilège blanc, c'est comme si je me suis pas battue pour ce que j'avais dans la vie ou que j'ai pas mérité rien de ce que j'ai acquis, mais alors que c'est pas ça du tout qu'on dit. Non, tu mérites tout ce que tu as eu. Tu as travaillé fort pour ça. Tu as travaillé fort. Plus facilement que quelqu'un. Mais est-ce que dans toutes tes démarches, on t'a déjà fait d'autres ajouts pour être accepté ou pour passer à cause de la couleur de ta peau? Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû faire pour traverser un obstacle ou pour avancer à cause de la couleur de ta peau? Est-ce que ta couleur de la peau a déjà été... Est-ce que tu y penses, toi, quand tu vas magasiner? Que tu es blanche? Est-ce que tu y penses, toi, quand tu vas au resto? Quand tu vas en voyage? Est-ce que quand tu vas en voyage, toi, tu fais des recherches pour savoir si le Airbnb de je sais pas où accepte les personnes racisées? Non. Ou des couples gays aussi Est-ce que tu fais une recherche pour voir si l'employeur, il y a d'autres personnes issues des minorités visibles qui travaillent là-bas sur LinkedIn? Est-ce que tu fais une recherche? Tu fais la liste des employés. OK, je m'en vais sur telle compagnie, je regarde, ils ont 50 employés, tu regardes tous les profils, t'es comme, oh, il y en a une, OK, cool. Est-ce que tu fais ça? Clairement, non. Ben, c'est ça. C'est ça ce privilège-là. Puis... Mais on s'entend que c'est quand même majeur. T'sais, c'est une légèreté qu'on a dans notre quotidien juste parce qu'on est blanc, qu'on a moins de freins ou de bâtons, comme tu le disais. Puis
si on le reconnaît pas, puis si on le nomme pas, comment on peut aller déconstruire après. Puis, tu sais, comme moi, mettons, quand j'ai été élevée, jamais on a parlé tant que ça de racisme chez moi. C'est pas des choses desquelles j'étais consciente. Puis là, j'ai l'impression que de plus en plus, je me suis éduquée, j'ai lu certains livres. Là, puis là, aujourd'hui encore, tu sais, vous m'apprenez plein d'affaires, puis c'est là qu'on fait comme, OK, tu sais, je reconnais, j'apprends, puis là, on dirait qu'on peut comme bâtir une conversation. Oui. Avez-vous l'impression que ça commence un peu à être plus facile d'en parler ou non, c'est encore très... Ben, je sais, sincèrement, ouh là là. Si je regarde au niveau de l'éducation, on t'en a pas parlé vraiment quand tu étais jeune parce que c'était pas un enjeu. Je veux dire, tout a été bâti pour les gens, le groupe dominant, donc il n'avait pas d'enjeu. Moi, mon fils a 9 ans, j'en parle depuis qu'il a 5 ans. C'est ça. Parce que le mot nègre, il l'a entendu déjà plus qu'une fois. Puis il y a 9 ans aujourd'hui. Donc, être traité différemment, même en magasin, je lui dis comment se comporter en magasin. Il ne peut pas toucher des choses puis le mettre dans sa poche par insouciance parce qu'il veut jouer avec pendant qu'on magasine. Puis le déposer après. Tu n'as pas droit à cette erreur-là. Parce que tu fais juger comme un adulte. Tu as 9 ans, tu as l'air d'avoir 12 ans, c'est sûr qu'on te ramasse. Mais, mais moi, j'éduque mon enfant, puis j'ai un garçon noir au Québec. C'est un enjeu pour moi. C'est une charge supplémentaire comme parent pour moi de m'assurer qu'il rentre à la maison sain et sauf. Est-ce que ça s'améliore? Je sais pas. Mais moi, mes parents ont fait la même éducation pour moi. J'ai la mi-trentaine, mais moi, je suis née au Québec. Puis mes parents, très, très tôt dans ma jeunesse, ils m'ont informé de comment je dois agir, comment je dois pas agir, quoi dire, quoi ne pas dire. Ouais. Donc, est-ce qu'on est 30 ans plus tard, puis on est encore en train de discuter de ça? J'ose espérer, parce que, tu sais, je trouve que le problème, c'est aussi qu'on en parlait. Tu sais, moi, le fait qu'on n'en ait pas parlé dans ma famille, j'ai l'impression que c'est problématique, là, dans le sens, bon, puis là, autre temps, autre mœurs, mais est-ce que vous diriez que ça devrait être des conversations qu'on a dans toutes les familles, dans toutes les organisations? Est-ce qu'il faut en parler plus? Comment on le fait? Comment on est un allié? Dans le fond, ma question, ça revient à ça un peu. Tu sais, comment est-ce qu'on peut être un allié là-dedans? Puis je veux pas répondre, allez-y, dans le fond. Moi, j'ai des trucs super pratico-pratiques parce que j'ose espérer que juste le fait qu'on a cette discussion-là puis qu'on l'aurait pas eu dans un contexte de ressources humaines. Mm-hmm. Ou peut-être qu'il n'aurait pas fallu que je l'ai dans un contexte de ressources humaines. Ça aussi, c'est un autre débat, mais on va passer. Il y a des petites choses qu'on peut faire. On peut regarder notre entourage. Est-ce que tu as des amis différents? Est-ce que tes amis reflètent la réalité de ton quartier? Est-ce que vous avez une business, vous êtes des femmes d'affaires, les deux? Est-ce que vos fournisseurs, vos clients, vos employés, est-ce que vous avez reflète la réalité de la société dans laquelle vous êtes. Je veux dire, en termes d'inclusion puis en termes de diversité. Parce que plus vous êtes entouré des personnes qui sont différentes, plus vous allez avoir un frottement, plus vous allez vous comprendre, plus on va se comprendre. Dans les comités exécutifs, dans les comités de bénévolat dans lesquels vous êtes, est-ce que tout le monde est là? Ça, c'est la première chose. Tu sais, je le dis tout le temps, parce qu'en tant que femme noire, c'est la première chose que je fais, moi. Puis ça, je suis sûre que toi, tu le fais pas, là. Non. À chaque réunion que je vais, à chaque conférence que je vais, à chaque employeur que je recherche, je regarde s'il y a quelqu'un d'autre comme moi ou quelqu'un d'autre de différent que la majorité. Je rentre dans une salle, puis je fais comme... Puis après, je dis... Oh, puis, je dis, OK, ça a l'air qu'il faut que je représente toute la race dans cette réunion-là, ou ça a l'air que, il y a plus qu'une seule personne. C'est pas juste quand tu traites du sujet, parce que c'est ton métier, là, toi, tu parles dans la société, dans ta vie. Dans tout. Il faut regarder autour de la table, est-ce que, décisionnel, est-ce qu'il y a des femmes? Mm-hmm. Pourquoi on est toutes des gars, là? Pourquoi on est toutes des femmes puis les mêmes?
Il faut le regarder, il faut se poser la question pourquoi. Puis si on se pose la question, peut-être qu'on va dire, mais il y a quelque chose qu'on a manqué, je connais telle personne qui pourrait comme venir contribuer, ou il faudrait vraiment qu'on en recherche, il faudrait vraiment qu'au renouvellement, on fasse quelque chose. Des comités scolaires, il faut qu'il y en ait. Puis ça commence par, c'est superficiel, mais il faut la visibilité. Il faut regarder autour. Là. Puis comment ça se fait que sur Sainte-Catherine, avec toutes les compagnies qu'il y a une compagnie qui est vraiment homogène. Quand je sors, c'est pas la ville que je vois, mais quand je rentre, c'est exclusif. Pourquoi eux, ils vont, puis ils rentrent pas chez nous? C'est simple. C'est regarder tout autour, là. Autour de toi, dans ta famille, dans les comités, dans l'école, les amis de tes enfants. Les amis de tes enfants, il faut commencer à voir des personnes qui ne nous ressemblent pas dans nos réseaux. Parce que sinon, on ne va pas avoir des discussions difficiles, on va pas faire les erreurs qui vont être corrigées pour ne pas les répéter. On ne va pas informer d'autres personnes qu'on connaît parce que si tu vas dire, mais Yvonne m'a dit que ça se fait pas. Peut-être qu'une autre personne va dire que ça se fait, mais il faut faire attention. C'est pas la même chose d'une culture à l'autre. C'est ça qu'il faut faire. Puis dans les compagnies, des trucs aussi simples que d'avoir un calendrier divers. Tu sais, on a des calendriers qui ont Pâques, Noël, lundi de Pâques, Pentecôte, tout ça. Pourquoi on n'a pas des calendriers corpaux où il y a Yom Kippour? Le Ramadan, pour savoir Ramadan, aussi c'est quand, puis être compréhensif. Le Nouvel An chinois, etc. Le Nouvel An chinois, c'est des choses qui sont super simples. Il y en a. Simple. Et c'est fou parce que nous, les gens issus de la diversité, nous sommes solidaires et nous fêtons les fêtes des autres personnes, des autres communautés aussi. Moi, j'ai fait déjà le Ramadan plus qu'une fois dans ma vie, parce que j'ai beaucoup d'amis arabes qui sont en plus musulmans. Donc, écoute, manger du sel, c'est bien plate aussi. Là. Fait que je l'ai fait. Je suis pas morte. Tu sais, c'est vraiment simple. Aussi, je l'ai fêté. Oui, c'est ça. Puis, de ne pas programmer des événements importants à ces dates-là, même s'il y a personne qui est venu nous demander une journée de congé. Mais mettez pas votre conseil d'administration, la réunion de votre conseil d'administration au Nouvel An chinois. Là. Alors que peut-être il y a quelqu'un qui va fêter. Mettez pas, je sais pas, là, vos personnes qui font les chiffres du soir, qui sont musulmans, mettez du nez quelque part ou demandez s'ils ont besoin des dates ou s'ils ont besoin d'une... Et d'être proactif aussi pour pas attendre que les gens aient toujours besoin de puis de demander. On essaie d'être sensible comme en amont, là, un peu. Puis là, ça apparaît pas, mais ça fait quand même un certain moment déjà qu'on parle. Je vais devoir malheureusement clore la discussion. Puis honnêtement, moi, j'aurais continué pendant encore 1 heure. Mais en terminant, j'aimerais vous entendre chacune sur... Tu sais, mettons, si on avait une chose comme organisation à faire, tu sais, tantôt, on a beaucoup parlé des RH, du rôle des RH, de ce qu'on doit faire. Peut-être que c'est là la réponse, peut-être pas, mais qu'est-ce que vous aimeriez... Qu'est-ce que vous espéreriez finalement pour demain? Tu sais, si on avait... Parce que les gens qui écoutent, il y en a beaucoup qui sont des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont en RH. Avec quoi vous aimeriez leur laisser comme message? Je sais pas si ma question est claire, là. Comme message... Pas obligé, là, ou tu sais, comme conclusion, ou y a-t-il une autre chose qu'on n'a pas adressée que vous voudriez... Moi, aux entrepreneurs, je dirais, tu sais, si vous voulez pas faire la diversité parce que vous aimez pas les personnes racisées ou de religions différentes ou autres, faites-le pour vos chiffres d'affaires. Parce que... La diversité, c'est payant. Là. C'est payant. Le Harvard Business Review a sorti des études, en plus, dernièrement, fin 2020. Et les entreprises qui sont plus inclusives, qu'on parle de toutes sortes d'inclusions, sont 26% plus productives et ont vu leur chiffre d'affaires augmenter significativement depuis l'intégration de ce changement de culture-là. Donc, si vous ne le faites pas par humanité, faites-le pour vos poches. Faites-le pour vos poches parce que moi, une organisation qui est inclusive, qui m'inclut vraiment totalement, complètement,
Tu sais, ça m'empêche, ça m'enlève 20%, 30% d'efforts pour venir de gestion, de conscience, pendant que je travaille. Je suis là au travail à 100%. J'ai pas à me préoccuper de tout ce qui pourrait m'arriver. Donc, du point de vue de productivité, du point de vue de reach de la clientèle, du point de vue des idées autres, si vous êtes en alimentation, juste avoir une partie cochère, c'est déjà payant. Juste avoir une partie halal, c'est déjà payant. Puis vous pouvez pas le savoir si vous n'avez pas des personnes qui ont besoin de ces produits-là. Donc, si vous n'avez pas autour de la table des personnes de taille plus, et de savoir que 60% du marché des vêtements, c'est taille plus. Si vous ne les avez pas, que vous êtes entre vous, vous n'allez pas le savoir. Donc, moi, je dis, mais oubliez l'humanité, là, parce que moi, je vais payer mes factures. Faites-le pour vos poches. Your bottom line. Juste ça. Ça, c'est un. Puis deuxièmement, pour les ressources humaines, sérieusement, là, je ne sais pas comment on va faire, mais il va falloir que les profs, il va falloir que les professionnels sachent que la conformité, c'est important. T'sais, on ne peut pas continuer à défendre la discrimination. On ne peut pas continuer à défendre les choses qui sont illégales, dans le sens que un policier ne peut pas défendre comme un conducteur qui conduit avec une limite d'alcool plus élevée parce que c'est illégal. Quelqu'un sur le chantier ne peut pas justifier embaucher quelqu'un sans lui donner comme un casque de sécurité. Puis souvent, si tu l'as pas, on te met dehors, on te met même pas sur le chantier. Ça, c'est la conformité. Ça, c'est la santé et sécurité. C'est non négociable. Le racisme et la discrimination, c'est non négociable. C'est légiféré. C'est pas une supplication, c'est pas du soft, c'est pas de... C'est une fois vous avez un gestionnaire que vous savez qui est raciste, qui a fait des actes, qui est tout ça, il ne mérite pas de rester dans l'entreprise. Oui, vous pouvez coacher, oui, vous pouvez discipliner, mais si ça se répète comme vous le faites pour un employé qui ne fait pas ce qu'il faut, à un moment donné, il faut vraiment avoir une culture de tolérance zéro. C'est tout. La conformité, c'est illégal. Puis là, moi, je vois toujours les RH qui disent « Mais si, on peut pas, mais si, peut-être pas, mais là... » non. Et puis, on dénonce pas tant que ça. Tu sais, des fois, c'est comme hey, « C'est épouvantable, je travaillerai plus avec cette organisation-là. » Mais c'est vrai qu'on va pas nécessairement appeler pour dénoncer au nom du travail. T'as raison. Ouais. Puis moi, j'ajouterais 2 points pour terminer. Ce que je laisserais pour les RH qui travaillent en diversité et inclusion. Posez-vous la question si vous avez ces postes-là puis que vous travaillez dans ces postes-là comme personne blanche par opportunisme ou vraiment comme allié. Puis je pense que c'est le temps que les gens fassent introspection puis se poser vraiment la question. Puis quand vous allez avoir la réponse à cette question-là, je vous souhaite vraiment de bien dormir la nuit. Parce que toi, selon toi, une personne blanche pourrait pas être dans un poste de... Je dis pas ça. Okay. Je dis souvent, les gens sont pas là pour les bonnes raisons ou sont là pour les bonnes raisons, mais n'ont pas les compétences pour. Donc, posez-vous des questions. C'est le temps de l'introspection, là. C'est le temps de réfléchir puis de poser les bonnes questions. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, pour terminer, le département de diversité, inclusion et tout ça, souvent, c'est chapeauté malheureusement par une personne. Mais il faut savoir, il y a toutes sortes de diversité. Et malheureusement, je trouve qu'on voit ces personnes-là comme des généralistes. Je pense qu'il devrait y avoir des spécialisations et parler d'équité, mais aussi l'inclusion, diversité. Ouais, puis je pense qu'il est temps que ça devienne plus qu'un comité de transformation, mais que ça devienne un département à part entière avec des gens qui ont leur spécialisation dans chacun des dossiers. Puis si on peut pas d'aller à l'externe vers des ressources qui, eux... Où est-ce qu'eux, on va avoir des consultants qui vont avoir eux-mêmes leur spécialité. Ils vont trouver les spécialisations qui sont nécessaires pour intervenir sur vos dossiers à l'interne. Mais c'est important d'arrêter de voir ça comme un seul groupe.
Je peux parler rapidement d'une expérience où est-ce que j'étais dans une université que je ne vais pas nommer et qu'il y a eu un problème de discrimination puis de profilage racial au niveau de la sécurité. Et c'est une personne qui travaillait, une personne blanche qui travaillait dans ce département-là, mais il y a une seule personne pour toute l'université. Et cette personne-là, bon, c'est une personne blanche, mais sa diversité à elle, c'est... Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'elle était probablement autiste ou peut-être Asperger. C'est plus au niveau de la neurodiversité. Mais lorsqu'on lui parlait des enjeux de diversité culturelle, ethnique, linguistique, elle avait absolument aucune idée. Donc, cette personne-là, oui, travailler en diversité, c'est bien, mais peut-être pour handicapés, neurodiversité, ou je ne sais pas comment ça serait divisé, mais qu'il y aurait d'autres personnes pour la diversité ethnique ou de genre, par exemple. Oui, parce que c'est souvent ça le problème à mettre tout sur le même chapeau. Exactement. Tu peux pas être toutes les diversités en même temps. Exactement, mais c'est tellement banalisé, puis on veut tellement tokeniser, comme on pourrait l'utiliser, ce département-là, que finalement, on le regarde pas comme quelque chose de très, très complexe. Et malheureusement, sur le terrain, ça paraît. Beaucoup à réfléchir, je pense, pour les gens qui ont écouté. En tout cas, moi, je sais que j'ai appris beaucoup puis j'ai approfondi, je dirais, ma compréhension de l'enjeu. Je vous remercie vraiment sincèrement d'être venu. En plus, on a enregistré en live, en studio, fait que c'était vraiment le fun d'avoir une conversation avec vous. Je vais inviter les gens à vous suivre aussi, chacune d'entre vous. Donc, Yvonne, on va mettre le lien vers ton LinkedIn. Pour les gens qui sont RH seulement, parce que c'est un groupe de RH exclusif, tu pilotes ou tu chapeautes un sous-groupe de la communauté Mes collaborateurs RH. Comment ça s'appelle? Équité? Les alliés de la diversité et inclusion en milieu de travail, it's a mouthful, mais c'est ce que j'espère. Vraiment, j'espère avoir des alliés à l'intérieur des organisations. Puis, on va se le dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui interagissent sur les publications. Des fois, je pense que les gens... on va inviter les gens à se commettre, à en parler, à partager. À poser des questions, à demander des outils. On n'est pas spécialisé. On n'est pas spécialiste, on ne connaît pas tout, mais on a des ressources. On sait où aller chercher l'information qui est nécessaire. On ne travaille pas en silo. On a plusieurs spécialités, donc spécialistes dans nos réseaux où on peut vous référer. Donc, c'est ça. Fait qu'être peut-être un petit peu plus proactif sur ce groupe-là, comme on peut l'être sur mes collaborateurs RH. Merci. Puis Sam, on t'a déjà reçu, mais je vais le repluguer. Donc, on va remettre les liens vers ton LinkedIn, vers le site de ton entreprise aussi. Tes deux entreprises, c'est le même site web, hein? Je pense que c'est Lise puis Bazooka. Oui, c'est deux produits sur la même entreprise. Oui. Puis si c'est pas déjà fait, vous l'avez vu, c'est une fille super inspirante, intelligente, qui a beaucoup à apporter. Donc, allez écouter l'épisode qu'on a fait ensemble. Je vais mettre le lien aussi vers cet épisode-là. Là-dessus, je vais clore la discussion. Je vais vous souhaiter une super bonne journée. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci vraiment. Bye bye. Bye bye.